Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Nous sommes le mardi 3 juin 2025. Merci d'être à l'écoute du journal de la RPA parlé en langue française. Sans tarder, passons immédiatement au titre de l'édition. Jet d'eau pierre sur 10 ménages d'adeptes d'Adatongwassa la nuit de ce lundi en commune Gitové de la province Kirundo. Les membres du parti CNL parlent d'actes de violence et d'intimidation orchestrés par le parti au pouvoir. L'ONG Parsem doute sur la mesure de la CENI de choisir elle-même les journalistes qui couvriront les prochains scrutins. La Parsem projette plutôt à un agenda caché de camoufler d'éventuelles fraudes. Enfin, des populations regrettent d'énormes manquements des institutions publiques dont le mandat touche à sa fin dans leurs devoirs et attributions. Dans quelques instants, le développement des titres. Encore une fois, bienvenue page sécuritaire d'abord, attaque par jet de pierre sur 10 ménages des membres du parti CNL fidèles au député Agatongwassa dans la zone Choré, commune Gitové en province Kirundo pendant la nuit de ce lundi. Vu qu'il y a certaines maisons qui ont été endommagées des membres du parti CNL qui se sont entretenus avec la RPA, explique qu'il s'agit de la continuité des actes de violence et de menaces dont ils sont victimes de la part des membres du parti au pouvoir, le CNDD et FDD, surtout les Imbonerakure. Nadège, il a causé pour plus de détails. C'est vers 23 heures de ce lundi 2 juin 2025 que certains habitants de la colline Sanunda, zone Choré, en commune Gitové, ont été victimes d'une attaque des individus non encore identifiés qui ont lancé beaucoup de pierres sur 10 ménages appartenant aux responsables du parti CNL, fidèles d'Agatongwassa. Ce citoyen précise qu'ils jetaient des pierres sur le toit et sur les vitres, ce qui a endommagé leur maison. Il y a des ménages qui ont été attaqués sur la colline Sanhunda, zone Choré, en commune Gitové. Des personnes non identifiées sont venues pendant la nuit attaquer les ménages des membres du parti CNL, fidèles du député Agatongwassa, surtout les ménages des responsables du CNL, en jetant des pierres sur leurs maisons et sur les toits, en brisant les vitres. Le cas illustratif est la maison de l'un des responsables de la commune, nommé Ndururutse Dieudonné. Sa maison est très endommagée. 10 ménages ont été ciblés dans cette attaque. Concernant les auteurs de cette attaque, les membres du parti CNL pointent du doigt les Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, car selon ses habitants, ce sont toujours les Imbonerakure qui les menacent. Nous voyons que ce sont des actes de persécution commis par les membres du parti CNDD-FDD parce que ce ne sont que des Imbonerakure qui ont fait ce coup pour perturber la sécurité des gens qui vivent paisiblement dans leurs ménages. Notre source en commune Gitové explique que la principale raison de leur persécution, c'est que les Imbonerakure veulent les faire adhérer de force au parti CNDD-FDD. Nous pensons que la seule raison derrière tout ça, c'est qu'ils estiment que plusieurs personnes ont refusé d'adhérer au parti CNDD-FDD. C'est alors dans l'objectif de leur faire peur, enfin qu'ils acceptent d'être affiliés à ce parti. Étant donné que les militants du parti CNL, fidèles du député Agatongwassa, ont passé la nuit dans la peur panique, ils insistent auprès des autorités communales de Gitové de faire cesser ces actes de persécution perpétrés par les membres du parti CNDD-FDD et que leur sécurité soit assurée, comme c'est le cas pour d'autres citoyens. Merci Anadège. Il a causé. L'organisation Akat Burundi s'insurge contre les meurtres, abus et exactions commis par les Imbonerakure des positions irrégulières situées le long du lac Chohoha. La réaction intervient après que samedi dernier un corps sans vie ait été repêché de ce lac
et la victime a été tuée par ces Imbonerakure sur accord des administratifs à la base. Anita Gatelete, coordinatrice à ACAT Burundi, demande au gouvernement de démanteler ces positions des Imbonerakure et à la communauté internationale de contraindre davantage Gitega à faire respecter scrupuleusement les droits de l'homme. Suivez Anita Gatelete, coordinatrice à ACAT Burundi. Nous avons été profondément choqués d'apprendre la découverte le samedi 31 mai 2025 du corps atrocement mutilé de M. Chamigigo, originaire de la commune de Kirundo. Selon de nombreux témoignages concordants, la victime a été arrêtée, conduite chez des responsables administratifs locaux avant d'être livrée à la jeunesse Imbonerakure qui l'a soumis à des actes de torture d'une extrême cruauté allant jusqu'à l'émasculation et à la mutilation de la langue. De telles pratiques constituent de violations graves des droits humains, notamment du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants protégés par la Constitution du Burundi en ses articles 19 et 24, le Code pénal qui interdit formellement les actes de torture et prévoit des sanctions pénales à l'encontre de les auteurs. ACAT Burundi dénonce avec la plus grande fermeté l'inaction des autorités locales, du chef de colline jusqu'à l'administrateur communal qui, malgré des arrêts répétés de la population, tolère l'implantation des positions illégales de la jeunesse Imbonerakure et ferme les yeux sur les graves exactions qui y sont commises. De ce fait, ACAT Burundi appelle les autorités judiciaires à ouvrir sans délai une enquête indépendante, impartiale et transparente sur l'assassinat de M. Chamiri et sur les multiples cas signalés dans la région. ACAT appelle aussi le gouvernement burundais à démanteler immédiatement toutes les positions armées non officielles, notamment celles tenues par les Imbonerakure en bordure du lac Shohoha. ACAT Burundi interpelle aussi la communauté internationale, en particulier les mécanismes des Nations Unies et de l'Union africaine, à exercer une pression diplomatique accrue pour faire respecter les engagements internationaux du Burundi en matière des droits humains. L'État du Burundi a l'obligation de protéger la vie et la dignité de chaque citoyen sans discrimination ni considération politique. C'était Anita Gatelete, coordinatrice à ACAT Burundi. Les institutions mises en place pour servir la population arrivent aujourd'hui au terme de leur mandat sans toutefois avoir répondu aux attentes des citoyens. Ces derniers, interrogés par la RPA, ont exprimé leur déception, soulignant que ces structures n'ont pas su jouer leur rôle dans la recherche de solutions aux multiples défis que traverse le pays dans tous les secteurs de la vie nationale. Aujourd'hui, nous entamons notre série de reportages par le domaine des droits de l'homme. David Claude Bananaï. À l'approche des élections des nouvelles institutions représentatives du peuple, appelées à prendre le relais de celles qui arrivent au terme de leur mandat de 5 ans, certains citoyens expriment leur déception quant aux performances des institutions sortantes. Selon eux, ces derniers n'ont pas su représenter efficacement les électeurs ni répondre de manière satisfaisante aux problèmes auxquels la population est confrontée. Dans des entretiens accordés à la radio RPA, plusieurs citoyens ont dénoncé les nombreuses violations des droits de l'homme observées dans différentes régions du pays au cours des 5 dernières années. Ils reprochent notamment aux autorités compétentes leur passivité, voire leur silence face à ces dérives. Les institutions telles que le Parlement et même les conseils communaux n'ont pas joué un rôle significatif dans la protection des droits de l'homme. En effet, de nombreuses atrocités ont été commises sans que ces institutions n'interviennent. On peut citer par exemple des cas de personnes enlevées dont certaines sont complètement disparues sans laisser de traces. Les personnes les plus touchées, selon ces témoignages, sont les membres des partis d'opposition qui ont souvent été victimes d'enlèvements et d'intimidations répétées. Il y a également eu des personnes emprisonnées injustement, notamment celles appartenant à l'opposition et au parti d'Agathon Rwasa. Beaucoup ont été incarcérés, d'autres sont mortes et jusqu'à aujourd'hui, certains sont toujours en détention. Ces citoyens appellent les futures institutions élues à accorder une attention particulière au respect des droits humains afin qu'aucun citoyen ne soit inquiété ou persécuté pour ses opinions politiques ou convictions personnelles.
Nous demandons donc aux institutions qui seront bientôt élues de défendre les intérêts de la population et surtout de veiller à la protection des droits humains, afin qu'il n'y ait plus de cas d'injustice ni d'arrestation arbitraire par les services de renseignement, que ce soit sur base de simples soupçons ou d'appartenance à un parti d'opposition. Il demande également que les représentants élus œuvrent véritablement pour l'intérêt général en veillant à ce que les décisions prises soient orientées vers le bien-être de la population. Dans nos éditions prochaines, nous reviendrons sur les opinions des citoyens concernant la situation économique de ces 5 dernières années. Merci à David Claude Mbananayo. Dans quelques instants, nous poursuivons avec la page politique de cette édition. Lors des élections du 5 juin, nul ne sera autorisé à voter pour plus d'une personne. Toutefois, cette dernière devra remplir toutes les conditions requises, y compris avoir sur soi la carte nationale d'identité de la personne pour laquelle elle vote. Ceci est stipulé dans l'arrêté régissant la réglementation du vote par procuration, signé par les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI le 2 juin. Digne Karondo nous en dit plus. Selon l'article 1er de l'arrêté du 2 juin 2025, signé par les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, chaque électeur doit voter personnellement ou par procuration au bureau de vote où il s'est inscrit sur les listes électorales. En cas d'impossibilité absolue de produire un certificat médical, 2 témoins voisins inscrits dans le même bureau de vote et connaissant bien l'électeur concerné peuvent attester de son incapacité à se déplacer. En ce qui concerne les empêchements professionnels, la CENI précise que le mandataire devrait présenter, en plus de la carte d'électeur et de la carte nationale d'identité du mandat, une procuration du mas signée par ce dernier, ainsi qu'une attestation de l'employeur visée et cachetée, confirmant l'impossibilité absolue pour l'électeur de voter en personne. Pour les personnes vivant avec un handicap, le vote par procuration est également permis. Dans ce cas, le mandataire devrait présenter une procuration signée par le mandat, attestée par 2 témoins proches, en plus des documents d'identité requis. Lorsque tous les documents sont jugés conformes, le porteur de procuration la remet au président du bureau de vote qui en vérifie l'authenticité. Si tout est en ordre, le mandataire vote au même moment que pour son propre vote. L'article 4 du même arrêté précise que le mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration. Il doit également être en mesure de prouver par toute voie légale que son mandat se trouve dans les 2 cas d'empêchement absolu mentionnés à l'article 2. La CENI souligne enfin que jusqu'au jour du scrutin, le mandat conserve le droit d'annuler sa procuration et de se rendre personnellement au bureau de vote pour exprimer son choix. Merci à Digne Karondo. L'organisation PARSEM s'inquiète de la mesure de la CENI relative à la communication sur le déroulement des élections. Au moment où cette commission électorale nationale indépendante signifie qu'elle se chargera de la nomination des journalistes qui vont assurer la couverture médiatique du scrutin, ainsi que la proclamation de résultats, Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM, trouve qu'il y aurait plutôt un agenda caché derrière cette mesure, d'autant plus que le rôle de la CENI diffère nettement de celui de la presse lors des élections. Suivez à ce propos Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM. On ne peut pas parler de renforcement de transparence électorale digne de son nom sans une presse libre et indépendante. Deuxièmement, les journalistes doivent arriver partout pour couvrir l'événement du scrutin. Parce que même les journalistes sont des observateurs parmi d'autres, de bons observateurs pas excellents. Et ils ont même une valeur ajoutée parce qu'ils peuvent communiquer aux citoyens l'état d'avancement des élections pendant le journée du scrutin. Chaque événement, chaque incident peut être communiqué, porté à l'opinion nationale et internationale, et cela peut décourager ceux qui veulent commettre des abus pendant le jour du scrutin. Normalement, chaque bureau de vote est indépendant. C'est le centre où il y a un comptage des voix, en PV signé le comptage des voix, en présence des observateurs, des journalistes, dans la transparence. Le contenu du PV peut être porté à l'opinion par le biais des journalistes. Quand on fait des journalistes, on ne comprend pas comment la CENI peut se donner le prix
privilège, se faire l'apanage du choix des journalistes qui vont rester ce jour-là. Non, le rôle des institutions est séparé. Il y a le Conseil national de la communication, le gouvernement. La CENI n'a qu'à jouer son rôle de préparer techniquement les élections, de superviser. Ce n'est pas à elle de choisir ou d'interdire quelques autres journalistes. Je crois que quelque part, cela dénote dans certains comportements tendancieux de la CENI et montre qu'il y a anguille sous roche par rapport au niveau de la transparence. L'exemplarité d'une élection transparente date de 2005. On se souvient que chaque bureau de vote pouvait communiquer les résultats à l'instant même pour mettre la population l'opinion dans le sillon des élections. Balayer la route aux tricheurs. C'était Faustin Dikoumana, président de la PARSEM. Toujours à propos des élections, l'organisation de défense des droits humains King Umurundi Freedom estime que les conditions actuelles ne sont pas réunies pour organiser des élections au Burundi en raison de nombreuses difficultés qui traversent le pays. Elle appelle la communauté internationale à maintenir son attention sur la situation burundaise. Cette déclaration intervient après 3 semaines de campagne électorale pour les scrutins prévus ce jeudi. Une campagne que l'organisation juge entachée de nombreuses irrégularités. Suivez Darnell Mundu, secrétaire général et porte-parole de l'organisation King Umurundi Freedom. L'organisation King Umurundi Freedom, préoccupée par la scène politique au Burundi, la manière dont les élections sont organisées par la CENI, exprime sa profonde inquiétude quant à la tenue des élections libres et transparentes et appelle les autorités du CNDD-FDD de rassembler toutes les couches sociopolitiques du Burundi afin d'organiser des dialogues inclusifs, organiser les élections libres et transparentes. Et à cet effet aussi, l'organisation Burundi Freedom exhorte la communauté internationale à s'éveiller d'auprès la situation des droits de l'homme au Burundi. C'était Darnell Mundu, secrétaire général et porte-parole de l'organisation King Umurundi Freedom. Nous allons ensuite passer à la page justice. La présidente du tribunal de grande instance de Mukaza est pointée du doigt comme étant parmi les personnes qui veulent s'accaparer illégalement d'une parcelle située au quartier Rohero 2 appartenant à Fé Simon Simbeshere. Une spoliation flagrante qui transparaît même dans la récente décision d'expropriation prise par cette autorité judiciaire et ce, en violation de la loi et en foulant au pied tous les jugements rendus précédemment. N'est-ce pas, Josiane Mouzanez? Tout commence en 2000 quand Simon Simbeshere entreprend de vendre en désordre les biens familiaux sans consulter personne. Alertés, ses enfants ont déposé plainte en guise d'opposition. La justice n'a pas tardé à se prononcer en leur faveur, d'autant plus que la loi est on ne peut plus claire en la matière. Dans ce premier procès, le patriarche Simbeshere était représenté par un avocat du nom Jimmy Nyomukiza, lequel va jouer un grand rôle dans la spoliation de la parcelle de la dite famille, sise au quartier Rohero 2. Le jugement final, porté au numéro RCF 208/2000, est stipulé que désormais, Simon Simbeshere n'avait plus le droit de vendre les biens familiaux sans en aviser ses enfants. En 2023, sur demande de la famille Simbeshere, un autre arrêt numéro RCF 23/2019 est sorti, désignant un des fils de la famille Simbeshere nommé Jean-Marie Nhwari comme co-gestionnaire de tous les biens mobiliers et immobiliers de la famille Simbeshere. L'ordonnance d'exécution de ce jugement porte le numéro 3/2022. Dans l'entretemps, Simon Simbeshere prenait de l'âge et sa santé devenait de plus en plus fragile. À plus de 80 ans, il a été diagnostiqué parkinsonien. Cette maladie l'a amené à commettre le crime de stéliona, ce qui lui a valu la sentence de payer des dédommagements de 255 millions de francs burundais à l'endroit de ses acheteurs, à savoir Irénée Ndabagié et Célestin Gendakoumana, des faits confirmés par l'association CODIP qui défend les intérêts du troisième acheteur. Selon toujours le CODIP, le chèque en question a été remis au président de la Cour suprême et le tribunal de grande instance de Mukaza a par après levé la décision de vente aux enchères
qui frappait cette parcelle en litige. Une fois les malentendus levés, la famille s'est résolue à vendre cette fois-ci de commun accord leur parcelle, et c'est là qu'intervient l'ancien avocat de Simon Simbeshele. En effet, conscient de la déficience intellectuelle de son ancien client, maître Jimmy Mukiza va comploter avec la présidente du tribunal de grande instance de Mukaza, nommée Larissa Kaneza, afin de s'approprier de la dite parcelle. C'est ainsi qu'ils ont rusé pour amener Simon Simbeshele au bar dénommé Calvados. Là-bas, ils l'ont saoulé et lui ont remis des documents à signer, lesquels documents stipulaient qu'il vendait en âme et conscience sa parcelle à un certain Vital Nibaboneka, lequel est derrière la démolition des maisons se trouvant dans la parcelle en question, une démolition qui a eu lieu ce lundi. Dossier à suivre. Merci à Josiane Mouzaneza. Page éducation pour clore cette édition. Les classes pléthoriques, le manque criant d'infrastructures et de bons pupitres sont les grandes causes de l'origine de mauvaises conditions d'apprentissage des enfants burundais. Des défis relevés sur tous les niveaux d'apprentissage. L'analyse du système éducatif burundais, commandité par le ministère de l'Éducation, montre que ces conditions déplorables d'apprentissage poussent à l'abandon scolaire. Inès Gakida, son reportage. L'augmentation des effectifs des enfants scolarisés au Burundi a exercé une pression importante sur les infrastructures et les équipements scolaires du préscolaire à l'enseignement supérieur. Alors que le ratio élèves-salle de classe prévu par l'UNESCO est de 44 en moyenne, l'enquête réalisée par le ministère de l'Éducation a révélé une autre réalité. Dans certaines provinces comme Karusi, Kirundo, Kayanza, Muyinga, le ratio élèves-salle de classe dépasse 50. Il est respectivement de 78, 67, 54 et 53. Sur certains établissements scolaires, 100 à 150 enfants sont entassés dans une même classe. Non seulement ces salles de classe sont insuffisantes, mais il existe aussi un nombre important d'écoles construites lors des travaux communautaires dans différentes provinces du pays, sans aucun respect des normes et standards de construction et qui sont souvent menacés par les intempéries, exposant ainsi élèves et enseignants. À cela s'ajoute un nombre important d'établissements scolaires dans un état de délabrement avancé, nécessitant une réhabilitation. En plus de ce problème de locaux, les enfants scolarisés au Burundi font également face à un manque criant de bons pupitres. Au préscolaire, selon le rapport du ministère en charge de l'éducation, on note une insuffisance de bons pupitres dans les établissements publics. 3 enfants se partagent en moyenne un bon pupitre et dans certaines provinces comme Karusi et Kayanza, les enfants du préscolaire s'assoient de 6 à 8 par bon pupitre. Au fondamental, le constat est celui d'une insuffisance persistante et généralisée de bons pupitres. En moyenne, 5 à 6 élèves se partagent un bon pupitre et dans certaines écoles, la situation est pire, les élèves suivent les cours assis par terre. Selon les statistiques du ministère de l'Éducation, à la rentrée scolaire 2023-2024, avec un effectif de plus de 2 955 000 élèves, le ministère de l'Éducation a relevé un déficit de plus de 796 000 bons pupitres et un besoin de plus de 16 000 salles de classe. Au poste fondamental, le rapport présente une situation acceptable. Il parle d'une moyenne de 2 élèves par bon pupitre au niveau national. Ces classes surchargées se retrouvent également à l'université. Certaines classes de baccalauréat comptent plus de 800 étudiants par faculté et avec la suppression des homes et restaurants universitaires, les conditions de vie et de travail des étudiants de l'université du Burundi se sont gravement détériorées, ce qui impacte négativement leurs résultats. En raison de ces mauvaises conditions d'apprentissage, les taux d'abandon ne cessent d'augmenter au Burundi. À l'université, les cas d'abandon concernent essentiellement les étudiants issus des milieux ruraux défavorisés. Pour le poste fondamental, général et pédagogique, public et privé, le taux d'abandon est de 11,8% et au poste fondamental technique, public et privé également, il est de 16,7%.
Pour le fondamental, le taux d'abandon est élevé au cycle 4, c'est-à-dire les classes de 7e, 8e et 9e. Les chiffres du rapport sont ceux de l'année scolaire 2022-2023. Le taux d'abandon était de 22,30%. Ne pouvant pas bien assimiler les matières leur enseignées dans ces conditions déplorables, les redoublants augmentent aussi. L'insuffisance d'enseignants est le défi que nous aborderons ce mercredi. Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage signé Inès Gakiza que nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée en langue française ce mardi 3 juin 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci aussi à l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Au revoir et à bientôt.